Bienvenue aujourd'hui dans les coulisses de l'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Didier qui va parler à cœur ouvert, comme tous les dirigeants qui passent ici dans ce fauteuil, et qui va nous raconter comment on rebondit à la suite d'un dépôt de bilan. Et c'est un sujet, moi, qui me tient extrêmement à cœur par rapport à mon vécu. Et c'est un sujet important qui est vécu par plein d'entrepreneurs, la peur de la fin. Merci Didier d'être là, merci infiniment. Est-ce que pour démarrer, tu peux un peu nous refaire rapidement ton parcours et puis on va se poser sur ce que tu as vécu. Mon parcours est un peu atypique, un peu avec des hauts et des bas comme beaucoup, hein. Donc moi j'étais salarié à l'époque et puis l'envie d'entreprendre m'est venue assez jeune car j'étais fasciné à l'époque à la télé par Bernard Tapie. Okay. Donc qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours donné envie de faire comme lui, d'acheter des entreprises, de monter des entreprises. Je ne suis pas arrivé à son niveau, mais il m'a donné cet engouement. Et donc j'ai créé une première société d'informatique et jeux vidéo. Alors pour information, je suis complètement autodidacte. Et toutes les entreprises que j'ai créées, je les ai fait uniquement par passion. Donc. Et alors attends, je rebondis de suite quand tu parles d'autodidacte. T'en as pris conscience rapide. Enfin, comment tu as vécu cette partie autodidacte? Écoute, en fait, je suis quelqu'un qui fonctionne à la passion et quand j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne ou qui me donne vraiment envie, en fait, je vais me donner les moyens. Donc, je vais me plonger dans les bouquins, je vais faire des recherches, je vais expérimenter aussi avec beaucoup d'échecs, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et en fait, toutes mes entreprises ont été conçues comme ça. Donc, moi, au niveau d'études, j'ai un BEP électrotechnique, donc rien de bien transcendant. L'école c'était pas mon truc, mais par contre cette envie d'entreprendre était plus forte et en fait quand on a envie, ce qui prouve que quand on veut et quand on a envie, on se donne les moyens et on y arrive, même si on connaît pas le métier, parce que l'informatique je connaissais pas du tout. Mais ça me donnait envie, je voyais le monde qui se développait, je voyais le monde du jeu vidéo qui se développait. Et je me suis dit, je vais le faire. Donc on m'a pris pour un fou, forcément, en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, très rapidement, ça a fonctionné, ça a pris, et puis on a grandi, quoi. Donc, en effet, la passion, c'est un moteur. C'est au-delà de l'envie, c'est cette passion d'entreprendre, cette passion à chaque fois, cette faculté et c'est souvent ce qu'on remarque chez les autodidactes, et pour en être une aussi, ce pouvoir de je pars, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je vais commencer, je vais observer, je vais expérimenter, je vais me renseigner. Et comme je ne sais pas, je me suis libre de tester. Et en testant, j'apprends. Et c'est ce qui passionne aussi, l'apprentissage. Et derrière, j'accepte que ça fonctionne ou pas. Mais c'est aussi un vrai moteur. Et être autodidacte, j'ai vraiment envie d'en parler parce que moi, j'ai longtemps pris cette compétence comme une faille entre guillemets, parce que j'avais pas non plus fait de grandes études, et quand on se présente dans une entreprise, j'ai un bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ça peut être un peu pas frustrant, mais on peut se sentir un peu inférieur, et en fait être autodidacte c'est une vraie compétence qui permet d'aller plus loin et qui permet d'apprendre en faisant. Et je trouve ça important de dire qu'en fait c'est pas votre niveau d'études qui est important, c'est votre passion et c'est la capacité à tester et à se réaliser. En tout cas, merci d'en avoir parlé. Ouais, c'est important. Et puis ça donne aussi la chance de se dire, parce qu'on n'est pas tous faits pour les études et l'école, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable. Et je trouve que c'est une réelle force de se dire, voilà, j'ai pas d'études, je suis pas un fan de l'école, mais on peut y arriver et on peut faire aussi comme les grands. Et c'est vrai que je me suis nourri de chefs d'entreprise qui faisait comme ça, et c'est vrai que mon déclencheur ça a été de voir Bernard Tapie à la télé, et depuis j'en suis devenu fan et je ratais pas une de ses émissions qui s'appelait je crois Entreprendre, il me semble, donc je la ratais pas parce que je me dis c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc pour la continuité de cette société d'informatique, malheureusement donc
On a tout perdu suite à multiples cambriolages parce que forcément, informatique, jeux vidéo, dit c'est sensible. Et nous avons été 2 ou 3 fois cambriolés, mais assez violemment, hein, puisque la dernière, on a eu carrément le mur de la façade par terre. Là, on s'est dit, waouh, tout était perdu, puisqu'on avait une super progression. Donc, on était, puisque pas passionné, forcément, on y va à fond. Donc, on avait une belle progression de chiffre d'affaires, on avait des employés, on s'était bien développé. Puis tout s'effondre, et là, c'est le premier choc avec la dure réalité de dire, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? On est chef d'entreprise, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit aux aides, on est lâché. Tout s'effondre, c'est les huissiers, on nous saisit tout. On s'est même retrouvé au secours populaire pour se nourrir, donc ça c'est assez violent, surtout quand on était en pleine réussite. Mais ça remet aussi une certaine réalité, et comme quoi il faut rester humble, et ça remet les pieds sur terre, et de là est née ma devise n'oublie pas d'où tu viens. Parce que grâce à ça aussi, et par rapport à notre sérieux dans le travail, en fait, j'avais la chance de travailler en informatique pour le directeur des Cieux de la Victorine, à l'époque, Christian Duc, qui pour moi était quelqu'un avec son épouse très important dans notre reconstruction, je suis allé le voir très simplement en lui disant écoutez, trouvez-vous un autre prestataire, c'est fini pour moi. Mais en attendant, je ne vous laisserai pas, le temps que vous trouvez, je vous ferai des dépannages comme ça, et puis c'est pas grave, on a tellement travaillé bien ensemble. Et une semaine après, il nous appelle avec son épouse, ils nous font venir avec mon épouse chez eux, donc je pensais qu'il y avait un petit problème informatique, et de là, on a pris un choc dans le bon sens, où ils nous ont dit, écoute, moi Didier, tu as toujours été sérieux, tu as toujours fait le job, on a toujours pu compter sur toi le week-end, parce que nous, dans le cinéma, il n'y avait pas d'horaire. On peut pas te laisser comme ça, l'émotion commence à monter déjà. Et puis il me dit, écoute, moi j'ai besoin d'un adjoint de direction, j'ai besoin de quelqu'un de confiance, de sérieux. Il me dit, tu m'as géré la maison, tu m'as géré la société, je veux que tu deviennes mon adjoint, et tu peux pas dire non parce que tu peux pas rester dans cette situation. Et de là, il m'a proposé le poste, il m'a proposé un logement de fonction parce que on n'avait plus rien non plus. Et là, waouh, quelle chance! Et tu te dis, comme quoi, quand tu es honnête, sérieux, t'as juste retour des choses aussi. On a un juste retour. Ça, il faut y croire. Être sérieux, rigoureux, ça paye vraiment. Et de là, on est reparti sur ça. Au bout de combien de temps le dépôt de bilan il a eu lieu de cette société? On avait ouvert fin 99 et on a déposé en 2007-2008. Ok. Et comment tu as vécu surtout, mal, oui, c'est difficile, c'est des situations qui sont extrêmement complexes. La proposition qu'il t'a fait, elle est arrivée de suite quand tu étais dans le dépôt de bilan, elle est arrivée à quel moment? Okay. Ah oui, quasiment, parce que j'ai été transparent, parce que je voulais pas les laisser en plus, ils pouvaient pas se permettre au niveau des studios. Donc dès que j'ai su que c'était fini, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, tu me connais mon honnêteté, trouve-toi quelqu'un d'autre, parce que pour moi c'est fini, je pourrais plus répondre. Et dans la semaine qui suivait, moi je me rappelle, j'y suis allé un mardi, le samedi on était chez lui et j'avais la proposition. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de remonter ce premier dépôt de bilan? Parce que quand on a, c'est quand même extrêmement anxiogène, hein, quand on a les huissiers, quand on voit qu'on va tout perdre, qu'on se retrouve du jour au lendemain où on était dans une situation où ça fonctionnait bien, où tout allait bien. C'est-à-dire que tu passes d'une situation à une autre, en fait, très rapidement. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir la distance dans ce moment-là? Alors c'est vrai que sur le coup c'est un électrochoc parce que tu dis j'ai tout, j'ai de belles voitures, on est bien, on s'éclate. Et en fait ce qui m'a permis de tenir déjà c'est ce côté humain que ce couple nous a donné, donc Christian et Judith. De dire vous êtes des personnes qui sont sérieuses et vous méritez qu'on vous aide. La deuxième chose aussi, c'est quand je suis passé donc au tribunal. Alors, si je peux dire ça m'a fait plaisir, on peut pas dire que ça fait plaisir, mais la phrase m'a fait plaisir en me disant Monsieur Planforé, on n'a rien à vous reprocher,
votre comptabilité est nickel, votre société est nickel, et c'est malheureusement des faits extérieurs qui ont fait que vous avez tout perdu. Donc on ne peut rien vous reprocher. Donc je me dis, bon là, des gens qui me font confiance, le tribunal qui me dit que je suis un bon chef d'entreprise, puisque cambriolage, c'est pas moi, quoi. Donc je me dis quand même il y a quelque chose. Le côté huissier, bon de toute façon une fois qu'ils avaient tout pris, je me disais on peut pas être plus bas. Et puis on a cette chance d'avoir ce logement de fonction, donc on a un bon poste malgré tout, parce que je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont tout perdu et qui n'ont pas eu cette chance. Ouais, mais c'est aussi. Donc c'est des rencontres aussi dans la vie. Moi je crois beaucoup aux rencontres et au retour de ce que nous donne la vie par rapport à ce qu'on lui a donné. Donc peut-être ça peut faire sourire certains, mais moi j'y crois, et sur mon parcours, et vous verrez sur la suite, ça se retrouve ce phénomène. Donc je me suis dit, écoute, on reconstruit, on repart de zéro, c'est pas grave, on a la santé, j'ai une femme qui me soutient, qui croit en moi. Donc nos enfants aussi, qui étaient tristes, mais qui ont dit, écoute, de toute façon papa, tu sais ce que tu vaux, t'es une machine. Donc ça nous a reboosté, moi je suis reparti. Alors c'est important ce que tu dis, parce que en fait c'est cette capacité que tu as eue, en fait, tu as toujours communiqué sur ta situation, tu n'es pas resté enfermé dans ta situation, et ça c'est un point important qu'il faut vraiment mettre en avant, parce que des fois on peut avoir honte de vivre ça, mais comme tu dis, quand c'est pas de ton fait, et qu'en effet tu as fait tout ce qu'il fallait, et c'est juste qu'à un moment donné t'es pas suivi, t'es pas suivi forcément parce qu'il y a les assurances, il y a tous ces gens-là derrière. C'est un peu l'histoire du parapluie, on te le parapluie quand il fait beau et on te le ferme quand il pleut, pardon. C'était facile. Et en fait quand c'est pas de ton fait et que tu te retrouves dans cette situation, donc il y a tellement de sentiments qui se mêlent où c'est difficile, mais de l'autre côté il y a la reconnaissance de ce que tu as vécu par le tribunal, mais aussi par les gens avec qui tu as travaillé, il y a ta famille autour de toi, donc communiquer et ne pas rester seul, en fait, c'est 2 points qui sont essentiels vraiment, aussi pour passer, parce que quand tu te retrouves au tribunal ou que tu as des huissiers, tu vis ça comment, d'être au tribunal? Déjà ça fait drôle, parce que tu dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est vrai que comme tu disais sur le fait de qu'on n'ait pas aidé, moi quand j'ai appelé pour l'URSSAF pour leur dire écoutez, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour mes employés, parce que voilà, je voulais sauver mes employés aussi. Parce que ça fait partie de notre responsabilité, parce que quand on est chez l'entreprise, malgré tout, on est 100% responsable. Même si les cambriolages, c'est pas de mon fait, mais et qu'on vous répond au téléphone brutalement, écoutez, vous avez qu'à les virer, ils auront le chômage. Je trouve que c'est violent. Donc donc on n'est vraiment pas aidé par le système, en fait. Les banques, c'est pas mieux. Donc c'est vrai que quand on a cette reconnaissance de quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous redonne une chance, et que au tribunal on vous disait aussi, je pense que c'est moteur. Après j'ai un tempérament qui fait que sur l'instant, oui, je vais être en colère, je vais être blessé, mais après je suis quelqu'un qui n'a pas d'ego, en fait. Je m'en fous du regard des autres. Ce qui compte, c'est qu'au fond de moi, je sais que moi, j'ai pas fauté, que mon épouse, elle croit en moi, que mes enfants, ils croient en moi. Après, le reste, c'est accessoire. J'ai plus ma voiture de sport, c'est pas grave. On recommencera et on en aura une autre un autre jour. Et c'est qu'accessoire. Donc, en fait, ce qui est important... C'est pas facile, ce que tu dis. C'est une grande force. Ouais, moi, ça m'a jamais gêné. Je veux dire... sur l'autre société, tu verras, j'ai eu eu des réactions de gens qui m'ont paru fous. J'en parlerai plus tard, mais c'est vrai que il n'y a pas lieu d'être, puisque on me renforce, et moi je savais que j'avais pas fauté, donc j'étais, si tu veux, je repartais à la guerre. Et il y a une autre notion là que tu viens de dire qui est vraiment importante, c'est l'intégrité avec soi-même, en fait. C'est-à-dire que quand je suis intègre et que je sais, en effet, comme tu dis, si justement que moi j'ai fait ce que j'avais à faire et que je suis en adéquation avec qui je suis, c'est plus simple pour le traverser aussi. Plus l'entourage, on répète l'entourage, mais en effet l'intégrité avec soi-même est essentielle aussi.
Ouais. Ok. À la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, bon, c'est bien reparti, hein. Donc je me suis éclaté dans ce nouveau métier, dans le cinéma, où j'ai appris énormément de ces gens-là. Et au final, on s'est mariés au studio et mes directeurs ont été nos témoins. Donc c'était une belle histoire, une belle continuité. Et puis de là, moi je travaillais on travaillait pour le groupe Euromédia. Donc Euromédia, c'était le Tour de France, c'était les Jeux Olympiques, c'était tous les studios de télé qu'on voit, la Star Academy, tout ça. Donc c'était magique. Mais il y avait un contrat de concession avec la ville de Nice sur le site qui, je savais, allait s'arrêter. Et je savais aussi que je m'entendrais pas et je fonctionnerais pas avec la ville de Nice parce que j'ai pas le même fonctionnement. J'ai un fonctionnement de chef d'entreprise. Je suis pas dans un fonctionnement, je dirais, plus salarial, traditionnel ou fonctionnaire. Donc c'est vrai que j'avais préparé ce changement et j'avais monté donc ma nouvelle société où mon fils d'ailleurs m'a dit, il me dit, mais papa, il me dit, t'en as perdu une, il me dit, tu repars dans une société. Et j'ai dit, bah, tu sais, j'ai ça en moi, je suis pas fait pour être salarié, parce que même quand j'étais au studio salarié, j'avais pas une notion de salarié, parce que j'avais une liberté d'expression, de fonctionnement qui fait que j'ai jamais eu l'impression que j'étais employé. C'était le binôme que je faisais aussi avec ce directeur qui était fabuleux. Et donc j'ai remonté cette société, puis petit à petit on est monté en puissance. On est monté en puissance, monté en puissance. La fin de concession est arrivée, donc je suis resté 1 an pour faire la passation, mais ce que je pensais arriva, puisque le fonctionnement c'était pas du tout atypique. Bon, je rentrais pas dans les détails, mais c'était pas ma vision du travail. Donc j'ai commencé à m'envoler. La société a pris de l'ampleur, on a déménagé, on a agrandi. J'ai eu la chance, je travaille pour un équipementier sportif pour qui je fabriquais tout, et quand il est parti à la retraite, on a pu le racheter. Donc ce qui fait que la structure fonctionnait bien. On a embauché du monde, on a agrandi des locaux, et puis remake de la situation d'avant, de l'ancienne société. Là, c'était pas des cambriolages, mais là, c'était le Covid. Okay. Et là, c'était dur à vivre. Par contre, au bout de combien de temps? Ça fait combien de temps que la société était montée? On l'avait remontée, elle aurait eu aujourd'hui, on serait dans la 15e année, donc c'était 2012, 2011, quelque chose comme ça. Donc on était... C'est important parce que cette société, elle a duré pendant longtemps en fait, ouais. Avant le Covid. Ouais, elle était pérenne, hein, chaque année on augmentait le chiffre d'affaires. Les premières années on le doublait carrément par année, donc ce qui était une grande fierté. Après, toujours pareil, la passion. J'ai lancé cette société de marquage et communication donc par la passion. Donc j'y connaissais rien du tout. Mais en fait, à l'époque, comme je m'étais refait, donc je faisais des rallyes et du triathlon. Et en fait, j'étais parti d'un constat où j'arrivais pas à me faire marquer mes tenues parce que j'étais tout seul. Ouais. Ou alors, soit on me prenait très cher, soit on me faisait attendre 6 mois. Et je me suis dit, il y a un marché à prendre sur le marquage à l'unité. Et c'est de ce constat en fait que je suis parti. Et puis je me suis dit, on va se tenter. Et puis j'ai regardé pareil, je me suis informé, je me suis documenté, je suis allé voir des salons, je suis allé voir des professionnels. Et puis on a lancé comme ça, avec des petites pièces à l'unité. Puis en fait, de l'unité, on est vite passé à 50, 100, 200, 300. Et on a fait même des records. Mon record, c'était 2200 marquages pour la Coupe du Monde féminine. Et on avait une belle clientèle, puisqu'on a même eu la chance de broder pour la Coupe du Monde de rugby, pour l'équipe du Pays de Galles et les Fidji. Les 2 équipes sont venues chez nous faire broder tous leurs maillots officiels de match. Donc ça, c'était une belle... donc on avait, oui, une belle progression. Puisqu'on a pu racheter aussi l'autre société. Donc, et puis le Covid est arrivé, on nous a fermés. On a demandé des aides sur les mois de fermeture. Alors, je ne parle pas des aides, des fausses aides qu'on nous donnait, qui fait que c'était un prêt, un PGE, donc c'était un prêt déguisé. Hein. Donc on vous aide, mais il faut rembourser. Ça, moi, je n'appelle pas ça une aide. Hein. Mais on avait le droit à des aides sur les mois de fermeture, sur les loyers, sur des choses comme ça. Qui avoisinaient de mémoire les 10 000 € par mois en fonction du volume de loyer et d'employés que j'avais.
On nous les a refusés sous le prétexte que j'avais racheté une deuxième société, donc je n'avais pas besoin d'être aidé et qu'il fallait aider les entreprises qui étaient déjà en difficulté. Mais alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais les sociétés qui étaient en difficulté avant Covid, c'est pas le Covid qui allait les aider et les sauver. Elles étaient vouées à mourir. Par contre, comme je leur ai dit, je trouve dommage de ne pas aider les sociétés qui tiennent la route, qui ont un potentiel, vous voyez mes chiffres, vous voyez mes résultats, à tenir cette passe pour justement continuer et pérenniser l'entreprise. On m'a raccroché au nez. Et donc, la spirale, elle s'est enchaînée. Hein. On est retombé les dettes. J'ai voulu aider pour les employés. Combien de temps Au bout de la première année de Covid, ça commençait à être, on a vécu sur la trésor. Et puis la deuxième année, ça a été un peu la cata. Donc au bout de 2 ans, en fait, voilà, au début, j'arrive avec ma trésor à tenir le coup. Et puis après, ça commence à être difficile. Ok, comment tu es dans cette situation? Parce que quand on l'a vécu une première fois, c'est un peu comme si il y avait un marquage qui est déjà fait en fait. Hein. La blessure, elle est déjà là. Comment tu la revis? Alors cette fois-ci, je la revis très mal parce que je voyais la société tomber. Puisque juste avant le Covid, mais ça on ne pouvait pas savoir, on avait agrandi les locaux, j'avais embauché du personnel, j'avais investi 100 000 € dans des machines pour augmenter la production parce qu'on avait la demande. Et puis il faut savoir aussi que le Covid chez nous a duré 1 an de plus parce que comme on travaillait pour des clubs sportifs, les clubs avaient acheté avant le Covid leurs affaires, mais comme les clubs avaient été fermés aussi, n'ont pas utilisé leurs affaires. Donc ce qui fait que quand ils ont réouvert, ils ont utilisé les affaires qu'ils avaient achetées avant. Donc ils n'ont pas racheté pour l'année à venir. Donc en fait, nous on a pris une année de plus dans la vue. Donc en fait le Covid pour moi il a duré 3 ans. Donc ça a été difficile, là je l'ai super mal vécu. J'étais rentré dans une spirale, je me dis wow, qu'est-ce qu'on va faire des locaux, on s'est engagé sur 100 000 € de machines, comment on va payer ça, les employés. Et là j'ai vu que j'ai commencé à avoir un peu du côté obscur. Là je me suis dit c'est pas possible, c'est une deuxième fois, ok je fais tout bien. On essaye de sauver les emplois, mais il faut donner plus, mais on n'y arrivera pas. Puis voilà, il faut avoir aussi une équipe qui une fois que c'est reparti, regarde plus les heures. Je veux dire, tout le monde n'a pas l'âme d'un chef d'entreprise. Même si on veut sauver des fois son emploi, il ne faut pas rester dans son créneau horaire, il faut aller au-delà. Donc les banques qui commençaient à pas me suivre comme par hasard. Alors avant j'étais accueilli dans les banques et dans tous les trucs et puis là. Et ça tu le vis comment? Ouais, je l'ai mal vécu. J'avais presque de la haine parce que je me dis attendez, pendant des années vous m'avez mis sur un piédestal parce ça fonctionnait bien et puis du jour au lendemain pour quelque chose qui une fois de plus n'est pas de mon ressort. Le Covid, comme je l'ai dit aux impôts quand je me suis pris la tête avec eux, je l'ai pas inventé. Je veux dire donc aidez-nous. Et donc là j'ai très mal vécu, puis la spirale elle est vite, ça tombe vite parce que quand il y a beaucoup de charges, là ça tombe, les loyers de retard, la pression qui se fait oppressante. Moi, je me suis plus payé pendant 3 ans. Donc, par contre, j'ai toujours payé mes employés. Donc, je me suis battu. On a pris sur nos sous à nous. J'ai vendu des trucs à moi pour payer les employés. Et des fois, ça faisait même mal parce que une fois, un d'eux m'a fait la réflexion en lui disant écoutez, les gars, faut peut-être faire des efforts parce que moi, je me paye plus depuis 3 ans. Et que je vous paye malgré tout la situation. Et là, on me répond ouais, mais c'est pas mon problème, c'est ta boîte, c'est toi le patron. Alors que j'ai tout fait pour les aider. Donc ça m'a fait super mal. Donc là, j'ai vu noir. Et j'ai envisagé le suicide à un moment donné. Voilà, ça s'est passé comment en fait? Comment tu arrives à ça? C'est-à-dire que ok, la pression des appels, la banque tous les jours. C'est la pression, c'est ton cerveau, il tourne en permanence, ça se passe comment? C'est quoi les symptômes? Comment ça descend? Là, tu descends dans une spirale mais infernale. Tu rentres t'oses plus aller à la boîte aux lettres.
Ouais. T'oses plus répondre au téléphone. Le moins de mecs qui passent la porte, tu te dis ouais, ça y est, qu'est-ce que c'est encore, même si c'est un client mais que tu connais pas, t'es en flip. Tu rentres, tu dors plus la nuit, et là tu rentres dans une spirale où tu commences à, quand tu rentres le soir, à dire ben allez, je vais boire un verre pour dire bah tiens allez, ça va être mon échappatoire. Donc tu bois un petit whisky. Et puis le lendemain soir, t'en bois un autre, et puis tu rentres dans une spirale où tu bois des whisky tous les soirs. Donc, alors je dis pas me mettre minable, hein, parce que je buvais des whisky régionales, mais indirectement, tu te dis, tu rentres dans une spirale, tu rentres dans un système où tu deviens alcoolique sans être bourré, sans être. Mais la répétition fait que c'est un fait. Et puis plus ça rentre, tu as toutes les spirales des huissiers, le tribunal qui ça commence à tomber, le commissaire-priseur qui viennent faire l'inventaire devant tout le monde de tes machines, de tes biens. Et donc là, bah, tu passes à 2 verres de whisky. Donc tu continues, tu dors plus, et là, bah, tu dis, là, je peux plus rien faire, donc là, je me fous en l'air. Et merci de nous partager, parce que c'est un moment extrêmement difficile. En fait. Voilà, c'est... Merci en tout cas. Mais bon, ça fait partie de. Malheureusement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, eux, sont passés à l'acte. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, toi, sur mon chemin, qui a fait que je suis aujourd'hui ici pour témoigner. Quoi. Tu vas me faire partir avec toi. Ok. En effet, c'est important ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, quand tu te retrouves avec la pression tous les jours, et je pense qu'on n'en parle pas assez, et on devrait faire quelque chose, en effet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement à côté. Quand tu commences à plonger, il n'y a aucun accompagnement psychologique. En fait, tout le monde met la pression et tout le monde regarde juste son petit, son environnement, hein, ce qu'il a à défendre, aussi bien des banques que des administrations. Et donc tu te retrouves en effet, ton corps il commence à partir, en effet, tu as le cerveau qui tourne, tu perds le sommeil, et quand tu perds le sommeil, du coup tu n'as plus de ressources. L'alcool qui rentre en ligne, et l'alcool, en effet, c'est un pansement sur l'instant parce que ça te fait du bien quand tu le bois. Mais derrière, ça fatigue ton organisme, et tu es déjà fatigué, tu dors plus, donc l'alcool par-dessus fatigue ton organisme. Et puis tous les jours, en effet, ce cerveau a de dire, ok, tu vois plus la fin et l'issue, en fait, ça n'a plus de sens. Et et j'ai envie de parler de 2 choses, en fait, qui sont importantes dans ce que tu dis. C'est, la perte de sens, quand il n'y a plus de sens, il n'y a plus de vie. Et la perte d'identité, parce que tout ça, en fait, derrière, quand tu perds ton entreprise, c'est une perte d'identité. Et tu t'es dit, je suis dirigeant. C'est toi, en fait. C'est la prolongation de l'homme que tu es. Et d'un seul coup, quand cette société, elle part, en fait, c'est comme s'il y a une partie de toi qui part. Et en fait, on sous-estime la perte d'identité comme elle est grave. C'est le plus haut, d'ailleurs. C'est le cap le plus haut qui met en danger. Et en effet, il faut en avoir conscience. On n'est pas notre entreprise. L'entreprise, on pourrait dire que c'est une autre personne, en fait. Ok, et comment tu vas remonter? Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place, Didier? Est-ce que tu peux partager le parcours que tu as fait derrière pour remonter? Ouais, donc ce qui est important aussi, comme tu dis, c'est vrai, c'est qu'en fait on est seul. En fait, on se retrouve seul, et plus personne. Tu es dans une coquille vide et tu es seul face au monde. Mais de l'expérience que j'ai eue de la première société, je me disais j'ai un genou à terre une nouvelle fois, mais par contre je ne mettrai pas le deuxième à terre. Je veux dire, il faudra m'abattre vraiment. Et de là, je me suis dit, je ne vais pas faire la connerie ultime. Je vais pas mettre mon deuxième genou à terre, je vais essayer de voir comment on peut composer. Et c'est vrai que les gens s'interrogent. Alors de suite, tu as des appels, et d'ailleurs tout à l'heure je disais avec humour, les gens, je faisais allusion à ma voiture de sport, j'ai toujours eu la chance d'avoir de belles voitures.
le jour où on a acheté la deuxième société, c'est un petit aparté, mais qui montre un peu le regard des gens que je m'en cogne. C'est que j'avais vendu ma voiture de sport pour acheter une camionnette. Parce qu'en fait, quand j'ai racheté la société, on avait besoin d'une capacité de livraison. Et j'avais plus besoin de livrer mes clients pour rentrer de l'argent que d'avoir une belle voiture. Parce que pour moi, c'est ok, j'aime les voitures, mais ça reste un accessoire. Ben, tu serais étonné du nombre de personnes dans l'entourage qui m'ont appelé en me disant « Mais Didier, ta société ne va pas bien ?» J'ai dit « Ben si, ça marche très bien, je viens d'acheter notre société, pourquoi tu me dis ça ?» « Ah ben parce que t'as plus la voiture de sport, tu roules en camionnette. » Et dans l'esprit des gens, c'est là qu'on se pose la question, on dit « Waouh !» En fait, ils s'arrêtent au matériel. T'as des chefs d'entreprise qui richissimes, qui roulent, qui s'habillent simplement du monde parce que ça leur fait plaisir. On n'a pas besoin de... Et de là, tu te dis, waouh, les gens quand même, c'est grave. Et c'est là que je suis content de ne pas avoir d'ego parce que je m'en foutais complètement. Et donc, pour revenir sur ça... Je fais juste une pause. C'est pas une question d'ego, en fait, c'est quand... c'est important en fait, on réagit tous avec des étiquettes. On met des étiquettes. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, on met égal camionnette, égal il descend dans son train de vie, égal il a des difficultés. Et en fait, c'est des raccourcis. Et tu as dit en début d'interview, en fait, je rentre pas vraiment dans la case, en fait. Mais il y a des gens qui ont besoin, ça les rassure. Et quand je dis les gens, je vais faire un peu de généralisation, c'est la majeure partie, et si on s'observe nous-mêmes, on a tendance à mettre des étiquettes. Ah tiens, elle est comme ci, donc elle est comme ça, donc je fais toujours des raccourcis. Et ça a un côté un peu rassurant, mais ça a aussi un côté extrêmement enfermant. Et je pense que moi, à travers mon métier, je le vois tous les jours, c'est-à-dire que derrière un être humain, on ne peut même pas s'imaginer toute cette histoire et tout ce qu'il a vécu, et des fois on fait des raccourcis un peu injuste avec des étiquettes, alors que la personne elle arrive là parce qu'il y a un vécu. Donc je fais juste cet aparté et voilà. Mais c'est intéressant, ce qu'on est en train de dire, c'est que si chacun on a arrêté de mettre des étiquettes et de se dire ok, non next, j'arrête, stop, peut-être que je vais trop vite dans ce que je suis en train de penser, et qu'on s'intéressait sincèrement aux autres, on serait dans un monde un peu plus chouette. C'était mon petit aparté. Non, mais c'est vrai que c'est important, et souvent les gens se complaisent. Quand tu réussis, on te critique. Quand tu perds tout, souvent tu te rends compte que certains sont même contents. Mais en fait, voilà, moi j'en suis toujours foutu, je sais où je vais, je sais ce que je vaux. Ça par contre, ça c'est ancré en moi. Je sais que j'ai une force de travail énorme. Même mon fils, il me le dit souvent, il me dit papa, je sais pas comment tu fais, t'es une machine. Il me dit je t'admire sur ça parce que waouh. Et donc pour essayer de sauver, donc je savais plus trop quoi faire, mais je me dis bon, on peut pas passer quand même à ça. Je veux dire, il y a de belles choses qui arrivent. Et puis j'ai bien fait puisque après j'étais grand-père, donc tu vois, ça rebooste encore, ça quintuple les forces. Mais je me disais il faut trouver quelque chose. Donc j'avais quelqu'un que je connaissais qui a voulu rentrer dans la société pour injecter un peu des fonds pour nous aider. Donc si cette personne regardera cette interview, je la remercie encore. Et c'est vrai que malheureusement la finalité a fait qu'on a tout perdu, mais on a tout essayé en tout cas. Et puis il y a eu un jour un coup de fil qui a rechangé tout. C'était toi. Qui m'a appelé en me disant, parce qu'on avait eu l'occasion de travailler sur des contrats d'apprentissage, on a vu une belle approche, et qui m'a dit que tu te lançais dans aider les chefs d'entreprise et un petit peu, et donc on est venu à parler de mon profil, de ce qui se passait, et je me rappellerai toujours de cette phrase que tu m'as dit: je ne peux pas te laisser comme ça Didier, je veux t'aider. J'ai accepté la main. Et c'est là que ce jour-là, comme je te l'avais dit, et je le dis avec humour toujours, je me moquais avant de tous les grands chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise qui avaient une batterie de coach avec eux. Je dis, mais regarde-moi, ces mecs, ils ont un coach pour la nutrition, ils ont un coach pour le sport, ils ont un coach pour la lecture, ils ont un coach pour aussi, pour... Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec des coachs? Ils ont trop d'argent, ils le dépensent.
Et depuis, j'ai complètement changé ma vision suite au travail qu'on a fait ensemble. Et j'ai accepté ta main tendue parce que j'étais au bout du bout et je me dis, de toute façon, après tout, je risque rien. Qu'est-ce qui peut arriver de plus? De toute façon, là, on est en train d'aller dans le mur. Donc autant peut-être essayer que le mur il soit moins abîmé que prévu. Et puis on a travaillé, on a commencé à travailler ensemble, t'as tout. Et en fait, tu m'as reprogrammé. Et je veux dire, si aujourd'hui j'ai bien rebondi, je peux le dire clairement, c'est grâce à toi. Parce que cette reprogrammation, elle était essentielle. Alors après, il faut savoir aussi, comme on dit, être coachable. Parce que tu as des personnes, on en connaît, hein, qui étaient dans le même profil que moi et sur laquelle ils n'ont pas fini comme moi parce qu'ils n'ont pas appliqué. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on doit faire, c'est des décisions difficiles à prendre, c'est des choix, c'est des réflexions, c'est un travail sur soi-même. C'est repenser. En fait, on remet tout à zéro, quoi. Un petit peu comme les ordinateurs que je faisais à l'époque où on les formatait. Mais je l'ai fait, j'y suis allé jusqu'au bout. Et ça a permis, alors on a quand même perdu la société parce que l'aspect financier on l'a pas révolutionné. Par contre, on a minimisé les pertes, on a réduit les charges, on a repensé la machine. Et ça a permis déjà de réduire tout l'endettement et ça m'a permis aussi de vendre la société. Ok, et alors je vais revenir. Le switch, il est intéressant, c'est-à-dire que tu passes de « ok, là j'ai plus de solution » à quand on a commencé à travailler ensemble, ça veut dire que tu as changé de mindset, mais tu as mis ton attention et ton intention, surtout ton intention et ton attention forcément sur autre chose. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'être et de faire jour après jour? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, la reprogrammation. C'est ça, c'est-à-dire que si en effet, et c'est très difficile, il ne faut pas minimiser, parce que quand on a les deux mains dans le cambouis, qu'on a la tête dans le seau, se dire que ça pourra aller mieux demain, c'est extrêmement complexe. Donc changer son mindset, et vraiment il faut insister parce que le but c'est que ça ne soit pas culpabilisant. C'est difficile. Mais déjà, c'est d'accepter de l'aide, ok. Mais qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour changer et qui t'a fait changer ton état d'esprit? Ce que j'ai mis en place, c'est déjà, je suis parti du fait, toujours de cette force intérieure que j'ai, que je sais ce que je vaux. Donc tu t'as remis ton intention là-dessus. Je me suis réarmé sur ça. J'ai remis sur ma devise « N'oublie pas d'où tu viens ». Et sur le fait que je ne mettrai pas un deuxième genou à terre. Donc de là, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai arrêté l'alcool, j'ai repris le sport que j'avais laissé tomber. Donc le sport m'a fait un bien fou et j'ai la chance que mon épouse, c'est une grande dingue de sport, parce que c'est elle qui me poussait à aller dehors quand moi j'avais pas envie. Donc on allait faire du vélo, on a fait du run. Donc ça a mis combien de temps pour que... Parce que le sport, en effet, excuse-moi, c'est bien pour décortiquer, pour que chaque personne puisse comprendre. Ok, donc tu as pris des décisions, et prendre des décisions qui ne sont pas évidentes. C'est plus facile d'aller boire un verre que de chausser les chaussures quand on a le moral au plus bas. Et c'est tellement difficile, en effet. Donc faut en avoir conscience. Au bout de combien de temps le sport, parce qu'au début ça t'a demandé un effort, et il faut le dire en fait, au début ça demande un effort de sortir, donc tu as la chance en effet aussi d'être accompagnée par ta femme, mais au bout de combien de temps tu reprends les effets du sport et ça te permet vraiment de remonter? Parce que le sport c'est, il n'y a pas besoin de faire du sport, alors toi tu cours, mais il n'y a pas besoin de faire du sport extrême en fait, rien, ne serait-ce que de la marche. 10 minutes par jour, c'est un antidépresseur très fort déjà. Juste de respirer, la respiration, la marche, de commencer à mettre des choses simples et accessibles, parce qu'il faut que ça soit accessible pour que ça te tienne, mais ça va demander un peu de ténacité aussi. Rien que ça déjà, ça fonctionne. Mais toi, au bout de combien de temps tu as vu les effets du sport? Les effets du sport, en fait, ils arrivent déjà assez rapidement, dans le sens où déjà tu dis je stoppe les apéros tous les soirs.
Donc moins de fatigue. déjà, tu as moins de fatigue et tu dors mieux. Parce que bien sûr, l'alcool. parce que l'alcool le soir, faut pas se leurrer, on dort pas bien, ou alors on va s'endormir parce que l'alcool nous a fracassé, et puis à 3 h du matin ou 2 h du matin, tu es debout et tu tournes en rond. Donc ça c'est déjà pas mal. Et puis après, on a commencé doucement, hein, je veux dire, je faisais de la marche rapide au départ, hein, parce que quand tu reprends du sport, ben, forcément, tu as mal partout, et tu découvres des muscles que tu avais perdus. Et puis on avait commencé par 20 minutes de marche rapide, et puis on est passé une demi-heure, et puis après on commençait à foutiner, et puis c'est revenu. Et je suis arrivé quand même, donc ouais, au bout d'un mois quand même, tu sens les effets, tu te sens mieux. Déjà, ton mental il est mieux parce qu'il se vide. Ouais. Donc déjà, ça fait un peu comme une cocotte minute, hein, t'envoyer le sifflet. Mais tu dors mieux, donc forcément en fait ton énergie est mieux, et dans le mindset, ce qui est important, c'est qu'après c'est de repartir sur une structure, de dire que j'ai d'ailleurs toujours gardé, hein, parce que moi actuellement le matin je me lève à 6 h, de 6 à 7 je fais ça, 7 à 8 je fais ça, donc j'essaye de tenir un calendrier de ma journée en fait, pour être le plus efficace. Donc tous ces petits travaux en fait que tu vas faire sur aménager tes horaires, tu te dire tiens, je vais lâcher le téléphone parce que je vais me concentrer sur ça, c'est tout petit détail, une meilleure alimentation. Je veux dire, moi ma femme c'est une dingue de légumes, moi c'était pas trop mon truc, je veux dire, donc on s'est remis à manger sain. Donc tout ça, tu sens que ton corps il se retransforme, et tu retrouves surtout de l'énergie. Et cette énergie en fait tu vas l'amener au combat, sur le travail qu'on fait ensemble, parce que ça va être un gros combat, il va falloir faire des choix, mais grâce au sport, grâce à une alimentation saine, grâce à plus faire les apéros, j'en faisais un peu le week-end, hein, attention, faut pas non plus tomber dans l'extrême. Voilà, je suis pas devenu moine, mais fait que c'est plus une notion de plaisir, et quand on reprend du plaisir, en fait, on retrouve une énergie. Et surtout une clairvoyance. Donc on permet de retrouver la lucidité, de voir les choses, de réfléchir, de se projeter. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est à la portée de n'importe quel chef d'entreprise en difficulté. Parce que là, j'ai pas fait d'efforts extrêmes. Alors oui, après sur la fin, quand j'étais bien, j'ai enchaîné, j'ai fait un semi-marathon, j'ai fait un triathlon. Mais voilà, marche rapide, occulter l'alcool la semaine et juste faire un apéro plaisir le week-end avec les amis, ça fait un moment de détente, une alimentation saine. Je veux dire, c'est des choses. Et surtout se faire encadrer, et ça c'est important, et parler. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que tu t'es autorisé à communiquer en fait, à dire les choses. C'est-à-dire que dans les séances de coaching, on est parti profond, mais tu t'es parce que c'est pas évident de se mettre à nu. Ouais, j'allais dire. C'est de se mettre à nu et d'exprimer et de livrer ce que tu avais à livrer. Donc, qu'est-ce qui fait aussi que tu as eu c'est quoi le déclic ? Je pense qu'en fait, l'accompagnement, pour être aidé, faut pas tricher. Faut tout dire. Parce que si on veut se faire accompagner, mais que tu triches en disant tout oui, non, mais j'ai repris le sport, et puis que tu dis pas que tu bois l'apéro tous les soirs, il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, moi j'ai toujours fonctionné à la passion et à faire les choses à fond. Et là, tu dis, je vais me faire aider, je vais le faire à fond aussi. Donc, tu joues la transparence, quitte à ce que ça te fasse mal. Je veux dire, Dieu sait que lâcher prise aussi, c'est important. J'ai pleuré quelques fois ici, quelques boîtes de Kleenex plus tard. Tu dis, ça fait du bien parce que tu vides. Et je pense que dire les choses à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, ça fait du bien. Parce que cette personne, elle est là pour t'aider. Quand tu m'écoutais, je savais qu'il n'y avait pas de jugement, il y avait de la bienveillance. C'était vraiment pour m'aider. T'allais pas dire, oh, c'est pas bien, tu bois pas. Non, c'est attention. Voilà, c'était vraiment des messages qui donnaient envie. Et aujourd'hui, c'est pas évident de témoigner, de dire ça face caméra, tout ça, parce que ceux qui verront les interviews, peut-être ils seront étonnés de mon témoignage. Mais je le fais parce que trop de chefs d'entreprise, malheureusement, sont en difficulté. Trop de chefs d'entreprise
se suicident. Dans l'anonymat le plus total, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas aidé, on n'a pas le droit au chômage, on n'a le droit à rien du tout, et donc en fait on est face à un mur. Donc si ça peut aider dans mon témoignage d'autres chefs d'entreprise, ben, au moins j'aurais fait une belle action. Alors c'est important ce que tu dis, et moi j'ai envie de rebondir sur un point important, c'est la vulnérabilité pour moi qui, j'aimerais vraiment qu'on arrête avec pleurer égale je suis vulnérable. La vulnérabilité c'est ce qu'il y a de plus beau chez un être humain. Et en fait, tout ce que je n'exprime pas s'imprime dans son corps. Donc si j'exprime pas ce que je ressens et si je pleure pas et si je libère pas, en fait, ça s'imprime dans mon corps et c'est là où, à un moment donné, le corps il va s'exprimer, ce qui est logique puisque ça va se mettre en tension. Et merci de le dire et merci d'ouvrir la parole sur ça. Voilà, pleurer, qu'on soit un homme ou une femme, en fait, on s'en tape le cul par terre. Et là, je vais parler clairement, on n'en a rien à faire. Le plus important, c'est de lâcher, de libérer pour derrière repartir à zéro. C'est le reset, il fait partie de ça. Ok, c'est accepter que là je suis en colère, je suis frustrée, j'ai peur, je vais pas bien, parce qu'en fait c'est normal d'avoir peur, c'est normal de pas aller bien, c'est normal d'être HS, c'est normal par tous ces états, c'est normal peut-être d'aller boire un verre. Ok, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est une réalité. Et plus on va en parler, et plus on va permettre à plein de personnes de sortir de cet anonymat, comme tu dis si justement. Donc merci d'en parler et de parler aussi de cet environnement. En fait, il faut que j'ai l'environnement. Des bases saines, c'est aussi ça. Si je côtoie des gens toxiques qui me rabaissent tous les jours en me disant « Ah ouais, mais attends, tu n'as pas fait ça » ou t'as pas... En effet, déjà, tu es déjà dans le seau, donc tu n'as pas besoin de toxicité en plus. Donc il faut s'en éloigner, c'est la première chose. L'alimentation est essentielle parce qu'en effet, si j'ai pas d'énergie et si j'ai, comme tu disais, bien manger, faire du sport, ça me redonne de l'énergie et je vais en avoir besoin de l'énergie parce que c'est un combat que je suis en train de livrer et c'est ça qui est triste, mais je suis en train de livrer un combat et pour vivre ce combat j'ai besoin de ma clairvoyance, j'ai besoin d'avoir la lucidité pour pouvoir avancer du mieux que je peux parce qu'il y a quand même du stress malgré tout, on n'enlève pas le stress total. Parce que c'est une réalité, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée au tribunal, je ne sais pas combien de dettes je vais avoir à payer, je ne sais pas comment ça va impacter ma vie demain tous les jours et je ne sais pas ce que ma vie va être demain. Donc rester, j'ai envie de rajouter une autre chose, apprendre à être dans le moment présent parce que si je projette tout, c'est là où les peurs elles viennent et c'est là où je suis sclérosée et c'est là où la peur elle grandit en effet. Ah, c'est important et justement je rebondis sur ce que tu disais sur les personnes toxiques. Je voulais en parler en plus. C'est vrai qu'en fait, ça fait partie aussi du travail. Faire des choix, se séparer de personnes qui en fait sont là que pour critiquer, qui sont là que pour dire du mal, qui sont là que pour t'enfoncer. Ou te dire non, tu devrais pas faire ça parce que ça. Et souvent, ces personnes-là en plus qui te critiquent ou qui parlent pour toi n'ont jamais rien fait de leur vie. Donc, je pense que ça fait du bien de faire du nettoyage, de s'entourer de personnes positives, comme tu le dis. Et c'est vrai qu'en fait, on voit un réel changement à ça. Parce que souvent, les donneurs de bonnes leçons, eux, quand tu vois leur vie, ils n'ont jamais évolué. Et des fois, il faudra mieux de se taire. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est un travail, mais un gros travail. Parce que oui, on sait qu'on va passer l'étape du tribunal, on sait qu'il y a tout ça qui arrive, mais dans la situation d'avant, on l'aurait eu aussi. La seule différence avec ce gros travail, c'est qu'on l'aborde plus sereinement. Et ça, moi, les dernières fois que je suis allé, j'étais serein, quoi, j'étais en place, j'étais bien. De toute façon, quoi qu'il allait arriver, comme je dis toujours, que tu souris ou tu fais la gueule, la situation c'est la même. Autant sourire. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Mais il faut bien s'entourer, faut pas hésiter à se séparer de personnes toxiques de son entourage. Alors ça fait des fois du mal, on se dit ouais, quand même, mais en fait au final on se rend compte que c'est bien. Alors ils ne sont pas toxiques et je fais une précision, c'est mon côté bienveillant. C'est que les gens en fait quand ils te renvoient leur peur en fait, et en te renvoyant leur peur, on est tous des miroirs, ils deviennent toxiques et ils ne se rendent pas compte et ils ne prennent pas en compte l'état émotionnel de l'autre. Et c'est juste ça que j'ai envie de dire, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans cette situation, mettez-vous dans leur pompe et à leur place
Et des fois, on a juste besoin d'une écoute, d'une oreille, en fait, d'une personne qui va pas forcément nous dire ce qu'on a à faire, qui va juste écouter et dire ok, je te comprends en fait. Une épaule en fait pour pleurer, en fait c'est couillon, mais juste quelqu'un à qui je peux parler et je sais que je vais pas être jugée. Donc à toutes ces personnes, des fois les conseils, vaut mieux se les garder en fait. Parce que tant qu'on n'a pas vécu des situations, c'est compliqué. Et puis même si on les a vécues, on vit pas les situations, autant d'êtres humains sur cette terre, autant de façons de vivre les choses. Merci beaucoup Didier là pour vraiment ce que tu viens de nous livrer, parce que tout ce que tu viens de nous dire, c'est extrêmement précieux. Et moi, c'est ce qui m'anime et c'est pour ça que ce podcast existe. Et c'est en lien avec mon histoire de vie et j'ai tellement envie d'aider tous ces chefs d'entreprise à anticiper ça en fait, c'est-à-dire ne pas attendre. Souvent, l'être humain est ainsi fait. On a besoin de toucher un petit peu les limites pour prendre ce type de décision. Et en fait, du moment où on est entrepreneur, on doit se faire accompagner. Enfin, pour moi, ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. C'est pas faux. Parce qu'en effet, quand on est entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille et on va passer par plein de difficultés. Et comme tu expliques dans ce qu'on entend dans ton parcours, c'est vraiment... en fait, il y a plein de fois où la situation était très bien, ça fonctionnait, mais il y a un événement extérieur. Et en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée quand on est entrepreneur. Le marché évolue très vite, la vie évolue très vite, et en effet, on doit se remettre en question tout le temps. Et c'est ça qui est très passionnant, mais qui est aussi usant. Et c'est pour ça que si je reste enfermée un peu dans ce que je pense et dans ce que je suis, je me limite aussi dans l'ouverture de ce que je pourrais faire. Tout à fait. Si tu avais su, tu serais fait accompagner à quel moment? Dès le départ. Dès le départ de l'entrepreneuriat. Franchement, ça serait à revenir en arrière. En fait, tu ouvres une boîte, tu te fais accompagner et tu pars sur les deux trucs. Parce que c'est vrai qu'une entreprise, tout peut arriver. Tu as des entreprises qui sont, on le voit, tous les jours, il y a des grosses enseignes qui font faillite. Donc rien n'est acquis quand on est entrepreneur. Tout peut arriver. On peut être petit et grandir, on peut être grandir et tout perdre. C'est du quotidien. Mais c'est d'avoir les bonnes bases, c'est d'être accompagné. Et depuis notre rencontre et de tout ce qu'on a fait ensemble, je te garantis que plus jamais je me moque des chefs d'entreprise qui ont une batterie de coach. Et je dis au contraire, il en faut des coachs. Donc c'est important. Mais c'est vrai que moi je dirais qu'il y a 3 points qui sont essentiels. C'est de croire en soi, c'est de rien lâcher, jamais, d'être combatif et surtout d'être bien accompagné. Ça c'est important. Alors c'est clair que on pourrait me dire, et on me l'a dit, c'est oui mais tu prends un coach alors que tu es en difficulté, c'est un budget. Mais en fait c'est un budget qui au final nous fait faire des économies. Parce qu'en fait cet argent au contraire on ne l'a pas perdu. Pour moi c'est un placement parce que ce que tu m'as fait économiser dans tout ce qu'on a réduit et tout ça, c'est largement absorbé. Et des fois tu te rends compte que tu fais des dépenses débiles, mais parce que tu es dans le quotidien ou parce que tu surveilles pas ce qui se passe à côté, parce que on va t'acheter ci, il faut commander ça, tu fais pas gaffe. Et en fait tu vois que l'argent il est dilapidé, alors que si tu le places au bon endroit, tu verras que tout ce qui est périphérique et tout ce qui est gaspillé, en fait, tu l'as pas. Donc, en fait, il ne faut pas croire que le coaching coûte cher. Au contraire, c'est quelque chose qui fait gagner de l'argent, qui fait gagner du temps et qui fait aussi gagner en mindset. Et ça, c'est important parce que en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on soit fort sur tous les plans. Et seul, on ne peut pas l'être. Donc c'est le rôle de toi, ce que tu fais, qui fait que tu nous dis attention, il faut être là, il faut faire surveiller ça. C'est comme le coach en sport, il va te dire non, cours pas comme ça, fais comme ça, tu verras. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas ça, on ne connaît pas tout. Et c'est un réel avantage. Et moi, je recommande de le faire, même si on est en difficulté. Je parle aux chefs d'entreprise qui regardent ce podcast. Faites-le, réfléchissez pas sous le fait du coup, j'ai pas les sous, je suis en galère, mais pensez-le différemment et vous verrez que les sous, vous allez les gagner. Ok, merci en tout cas beaucoup. Et alors ok, maintenant tu as rebondi, mais pour finaliser un peu, pour finaliser cet entretien, qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil à un chef d'entreprise qui est aujourd'hui soit dos au mur ou qui voit que
il est en train de plonger. Les trois conseils pour l'aider à sortir de cette impasse. Alors moi, je pense que en fait, la priorité numéro 1, c'est de ne pas attendre. C'est dès qu'on voit les premières difficultés, les premières alarmes, c'est de suite se poser la question, waouh, il y a quelque chose. Parce que souvent, on a tendance à se dire, et j'ai fait moi cette erreur, hein, tu dis non, mais ça va aller, on va rattraper, on a perdu ça, on va compenser. Mais en fait, on est toujours dans la compensation. Et ça, c'est une erreur, je pense. Donc, ce qu'il faut, c'est dès les premières alertes, c'est se faire aider. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, pour moi, c'est primordial. Et une fois qu'on a ça, c'est d'appliquer aussi l'accompagnement. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont accompagnés, mais qui ne vont pas appliquer. Et qui aujourd'hui, des fois j'en croise, en fait ils me racontent toujours la même chose qu'il y avait 3-4 ans en arrière. Et qui en plus me disent ah ouais, mais toi tu as de la chance là, t'as rebondi, t'as ci là. Je dis non les gars, j'ai pas eu de chance. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. C'est là la différence. C'est parce que si on paye un accompagnement, mais pour pas le faire, il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, donc ça, je pense que pour moi, c'est important. C'est détecter rapidement, de bien analyser et de surveiller les curseurs de son entreprise. Moi, je sais que depuis, même si à mon petit niveau, tous les jours, je suis les curseurs. Même des fois, je me dis, mais c'est devenu un rituel. Et c'est vrai que ça, c'est important. Détecter au plus rapide, et dès qu'on a détecté, de suite, et souvent ça peut aider d'aller dans le mur, ça peut aider à la fin, parce qu'on peut autant sauver une entreprise, parce que c'est pas parce qu'on est en difficulté, c'est pas parce qu'on se met en redressement, ça aussi il faut le dire. Souvent on se dit je vais me mettre en redressement, les gens ils vont dire ça y est, ma boîte est finie, c'est machin, mais au contraire le redressement en fait il aide à bloquer les sommes, à rebondir, à recréer, et pendant cette période là ça permet aussi de se faire accompagner pour reprendre sur une bonne stratégie, pour pouvoir, une fois qu'on sort du redressement, parce qu'on peut en sortir, hein, c'est pas non plus la fin, repartir sur de bonnes bases. Mais c'est lié à l'accompagnement. Merci beaucoup Didier. Et pour finaliser, j'ai envie de dire, en effet, c'est intéressant ce que tu viens, c'est très très intéressant, très important ce que tu viens de dire. En fait, le redressement, c'est pas une finalité. Et en fait, de regarder les indicateurs, en effet, ça va être essentiel pour pouvoir anticiper. Et j'ai envie de dire aussi, c'est ce que j'ai dit sur ma conférence, la honte doit changer de camp en fait. On ne doit plus avoir honte. Ça fait partie en effet de l'entrepreneuriat de faire des erreurs. Tout le monde ne gagne pas des millions, tout le monde, et c'est humain en fait de faire des erreurs, mais le plus important, comme tu le dis, c'est d'avoir l'intelligence émotionnelle, de dire ok, là je suis dos au mur, ça va pas, je vais me faire accompagner, je vais en parler, je vais ouvrir la communication pour pas rester seule et m'embourber. En tout cas, merci infiniment Didier pour ce témoignage, parce que pour moi il est essentiel, parce que c'est la cause qui est la plus importante pour moi, qu'on ne parle plus de suicide de chef d'entreprise, et qu'on ne parle plus de faillite comme si c'était quelque chose de honteux et de pas bien. Donc merci infiniment pour la richesse de cet échange et pour ta sincérité, ton authenticité qui te caractérise, et ton intégrité. C'est une vraie chance de t'avoir eu à côté de moi aujourd'hui, et puis au plaisir pour suivre tes aventures. Merci beaucoup. Merci à toi aussi de m'avoir fait partager ça. C'est vrai que c'est pas un exercice facile de se livrer comme ça, mais je te retourne le compliment. Merci à toi d'avoir été là pour moi, parce qu'aujourd'hui je ne serais peut-être pas dans ce fauteuil. Donc merci à toi. Merci Didier.